Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme ça a été dit, je vais parler deux fois. La première sera une présentation assez générale des problématiques d'équilibre des réseaux. Et dans la deuxième partie, j'approfondirai la question des limites d'insertion des énergies intermittentes. C'est un mot banni, tabou. J'annonce tout de suite que je vais l'utiliser tout au long de ma présentation. Voilà, et puis également, j'essaierai d'introduire un petit peu la complémentarité entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Alors, première partie, donc là vous avez le plan. Je commence par un tout petit peu d'histoire, mais finalement je vais écourter ça parce qu'il faut gagner du temps. Alors, j'indiquerai ensuite pourquoi on a du courant alternatif et pas du courant continu. C'est pas inintéressant de le savoir, il y a des raisons à la fois historiques et surtout techniques. Je dirai un petit mot aussi rapidement du retour en grâce du courant continu pour des liaisons entre réseaux non synchrones. Et puis j'attaquerai ensuite le point numéro 4 qui est le dur de l'exposé, c'est qui concerne le réglage fréquence-puissance du réseau. Là-dedans, j'essaierai d'exposer les principes de base actuels et les procédures qui sont utilisées, et puis bien sûr de regarder quels sont les apports positifs ou négatifs, bien entendu, des productions intermittentes dans ce domaine. Bon, au point numéro 5, je ne sais pas si j'aurai le temps de le traiter complètement. Il est pourtant important parce qu'on a l'habitude de parler du réglage fréquence-puissance, qui est évidemment un point fondamental. Il ne faut pas oublier la tension du réseau. La tension du réseau doit être réglée également dans des limites très étroites, un peu moins que celle de la fréquence, mais néanmoins qui doivent être maîtrisées, sachant que les risques sont à peu près du même ordre. Une tension qui dérive trop au niveau du réseau de transport peut conduire à des délestages partiels. Et là aussi, je dirais quand même quelques mots de l'apport des productions intermittentes dans ce domaine. Et puis j'essaierai de conclure cette partie par deux ou trois visuels pour résumer un petit peu les défis et parler des incertitudes et des interrogations majeures, parce qu'on est dans un domaine là où, bien entendu, l'introduction des énergies intermittentes, on est au tout début, on n'a encore pas vu grand-chose, donc il y a encore des tas de choses à découvrir et valider, même si on peut faire quelques pronostics. Donc, là je vais passer très vite, simplement pour signaler qu'il y a, à la fin du 19e siècle, les réseaux ont commencé à apparaître et la question s'est posée de savoir s'ils seraient en courant alternatif ou en courant continu. On savait fabriquer les deux, mais il y a eu, j'insisterai juste un petit peu sur la bataille des courants qui s'est dégagée aux États-Unis entre des personnalités bien connues, Edison, qui défendait le courant continu, et Westinghouse, aidé de Nikola Tesla, qui fut un énorme inventeur, qui défendait le courant alternatif. Et en fait, c'est le courant alternatif qui l'a emporté pour les raisons que j'indiquerai dans un instant. Ce qui n'a pas empêché que les deux ont coexisté pendant pas mal d'années et jusqu'à des dates récentes. C'est ce qu'on voit ici. Sur la figure du haut, j'indique que ce qui s'est passé dans la distribution moyenne tension, basse tension à Paris, et là je ne vais pas commenter dans le détail, mais cette figure est très éclairante parce qu'elle montre que pendant très longtemps, pendant quasiment un siècle, des systèmes différents ont cohabité entre courant continu, courant monophasé, courant diphasé, etc., avant qu'on arrive à la solution finale actuelle qui est le dite triphasé radial. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais ça montre la longueur et l'amplitude des investissements qui sont nécessaires dans ce genre d'industrie.
concernant les interconnexions, ici plus bas, il s'agit des années 1950, au cours desquelles les électriciens européens ont pris conscience de la nécessité de se coordonner en uniformisant les tensions de leur réseau pour pouvoir échanger de l'énergie. Et ça a été une démarche absolument fondamentale. Et ça a commencé à entrer en vigueur dans les années 1960, les premières interconnexions 400 kV ayant été faites entre le réseau français et le réseau allemand et le réseau suisse. Bon, maintenant on est bien au-delà, bien entendu, et c'est ce visuel qui le montre. 2009, création. Alors avant 2009, il y avait bien entendu des groupements d'électriciens entre pays qui sont indiqués là à gauche de la carte. Il y avait plusieurs groupements, mais la nécessité est apparue très rapidement d'élargir les associations, et c'est ce qui a donné lieu en 2009 à la création de l'ENTSO. Alors je vous laisse lire le sigle en anglais de ce que ça représente, qui représente donc 34 pays à travers l'Europe. Autrement dit, toute l'Europe est pratiquement interconnectée, sachant qu'il y a quand même différentes zones synchrones. La zone la plus importante, c'est ce qu'on appelle la zone continentale, qui est en bleu sombre, là, qui représente les anciens pays de l'UCTE. L'UCTE, ça remonte aux années 60, je pense. C'est nettement plus ancien. Et donc, c'est vraiment le cœur électrique européen. Et il y a des satellites, si je puis dire, des zones périphériques, comme l'Angleterre, l'Irlande, les pays nordiques, etc., qui sont connectés donc à cet ensemble ex-UCTE par des liaisons à courant continu. On verra tout à l'heure pourquoi. Alors pourquoi finalement le courant alternatif a-t-il gagné la partie? Alors pour trois raisons essentielles qui sont résumées ici. La première, c'est que il est très facile, grâce aux transformateurs, qu'ils soient élévateurs ou abaisseurs de tension, d'adapter les niveaux de tension aux besoins dans deux buts essentiels, en fait. D'abord pour transporter l'électricité, notamment à grande distance. On a besoin de tensions extrêmement élevées pour diminuer les pertes. À l'heure actuelle, on va jusqu'à 1 million de volts dans certains pays. En Europe, c'est 400 kV parce qu'on n'a pas besoin de plus. Mais dans des pays comme la Chine, ils ont d'ores et déjà des liaisons à 1 million de volts. Donc, ce qui limite les pertes, qui sont donc inversement proportionnelles au carré de la tension. Et ça permet aussi de satisfaire les différents besoins, qu'ils soient industriels, tertiaires ou domestiques, en adaptant de façon extrêmement facile et économique les tensions nécessaires. Alors, il y a une autre raison de fond qui est également très importante, c'est que c'est dû à l'invention des systèmes triphasés équilibrés, c'est une invention de Nikola Tesla qui permet de fabriquer des champs électromagnétiques tournants à module constant. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas forcément entrer dans le détail de cette invention, j'ai un visuel, mais je pense que je vais le passer pour gagner un peu de temps. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette invention a permis de construire nos énormes alternateurs triphasés. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des couples mécaniques constants qui évitent les oscillations de fréquence. Et ça, on n'aurait certainement pas pu faire ça sans cette invention. Sachant qu'on peut faire des champs tournants avec des courants monophasés ou diphasés, mais il comprend des composantes périodiques qui limitent donc les puissances. Donc ça, c'est un point fondamental pour expliquer qu'on a pu arriver à des puissances qui dépassent largement le gigawatt. Bon, et puis accessoirement, bien sûr, un champ tournant triphasé, ça permet d'entraîner n'importe quel moteur de façon extrêmement simple.
Alors, dernier point qui n'est pas négligeable, c'est qu'un courant alternatif, il a la bonne idée de passer par zéro périodiquement, en l'occurrence 100 fois par seconde. Et ça, c'est très intéressant pour couper le courant quand il y a des courts-circuits, parce que ça aide donc à souffler les arcs électriques qui se produisent quand on écarte des contacts. D'où la conclusion, c'est que cette technologie s'est généralisée dans le monde en tant que technologie de base. Alors, ça je vais passer, c'est un principe. On trouve sur Internet ce genre de choses avec des animations, bon, j'insiste pas. Cependant, le courant, comme toute chose, le courant alternatif a ses inconvénients qui sont des effets inductifs et capacitifs qui donnent lieu à des courants dits réactifs qui ne produisent pas de puissance active donc, et qui réduisent par conséquent les capacités de transit en puissance active. Et qui ensuite, et en outre, étant donné que ça accroît le courant physique, ça accroît les pertes joules. Alors, la solution, ça a été de revenir au transport en courant continu, et c'est surtout utilisé, c'est intéressant en très haute tension, et ceci est dû au progrès, bien sûr, de l'électronique de puissance depuis un certain nombre d'années maintenant, qui permet de faire des stations de conversion qui sont des redressements de courant alternatif ou inversement des ondulations à partir de courant continu pour refaire du courant alternatif situé aux extrémités des liaisons. Alors, principales avancées donc, permises par ce courant continu, ça permet de transporter du courant sans limitation de distance dans des câbles sous-marins ou enterrés, sachant qu'en courant alternatif, on est limité à quelques dizaines de kilomètres du fait des effets capacitifs qui saturent complètement en courant réactif. On peut aussi transporter, grâce à ces liaisons, sur de très très grandes distances, jusqu'à 2500 km, mais également sans doute plus, en très très haute tension. C'est économique en ordre de câble, il n'y a pas de courant réactif, on utilise toute la section des conducteurs, etc. Alors ceci a des applications, par exemple, dans des pays très vastes comme la Chine, qui a des liaisons en courant continu à un millier de... je vais y arriver à 1 million de volts. D'autres pays, je crois que le Canada aussi a des liaisons du même type. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les applications. Alors, l'application majeure et qui est extrêmement fructueuse, bien sûr, c'est que ça permet des interconnexions entre pays ou régions qui n'ont pas la même fréquence. Je vous ai montré ça tout à l'heure dans l'ANSEO. Il y a 4 régions qui sont connectées à la région centrale par ce type de liaison précisément, ce qui permet donc d'accroître les échanges entre tous ces pays, sinon ce ne serait tout simplement pas possible. Bon, on peut même l'envisager d'ailleurs en interne quand, pour des raisons environnementales, on ne peut pas faire passer des lignes à haute tension aériennes. Alors bien entendu, l'inconvénient de la solution, c'est son coût, mais qui décroît avec la distance franchie, puisque en fait, ce qui coûte cher, ce n'est pas le câble, ce sont les stations aux 2 extrémités. Voilà, alors, j'en arrive maintenant au réglage fréquence-puissance du réseau, sachant que la fréquence a la bonne idée d'être un indicateur qui est commun à l'ensemble du réseau pour déterminer son bon équilibre instantané entre la production et la consommation. Alors là, j'ai utilisé une image publiée par RTE et que j'ai juste un petit peu complétée
Sur les consommations, puisque dans les consommations, il faut ajouter les exports, le stockage éventuel, et il faut en déduire les effacements, s'il y en a. Et dans les productions, il faut bien sûr ajouter les apports et les déstockages. Alors j'indique que plus haut, les limites de fonctionnement qui sont imposées par l'NSOE, enfin c'est un peu simplifié, mais en gros c'est valable. Donc on est dans des limites normales qui ne doivent pas sortir de plus ou moins 0,5 Hz, autour de 50, et dans des limites ultimes qui ne doivent pas excéder plus ou moins 1 Hz, autour de 50. Avec, c'est ce que je fais apparaître à gauche, une limite basse de sécurité de 49,2 Hz, qui est là pour alerter les gestionnaires de réseau que la situation est extrêmement grave et qu'il faut faire quelque chose. Alors, juste, comment obtient-on l'équilibre à 50 Hz? J'ai figuré ici les deux courbes qui se croisent sur le point vert, là, à 50 Hz, quand tout est normal. C'est la courbe de puissance-fréquence des moyens de production qui est imposée par les régulateurs primaires des groupes turbo-alternateurs. Ça, c'est la courbe rouge, donc. Et puis, vous avez la courbe bleue à droite, qui est la courbe de puissance-fréquence des charges alimentées, qui est la courbe naturelle, en fait, qui résulte des comportements des charges, sachant que les couples résistants des machines tournantes sur ces charges sont croissantes, sont des fonctions croissantes de la fréquence. Donc tout ça, ça aboutit à un équilibre qui est par définition stable. Et là, j'ai juste indiqué deux cas de déplacement d'équilibre. Le premier, c'est la courbe rouge pointillée qui montre ce qui se passe en cas de baisse de production, par exemple perte d'un groupe. Donc le point d'équilibre se déplace vers la gauche à un peu moins de 50 Hz, mais normalement on retrouve un équilibre stable. Même chose, on se déplace aussi vers la gauche si à production constante, donc on augmente la consommation brutalement. Donc ça, ce sont des principes de base. Alors, comment ces moyens sont-ils gérés? Comment cet équilibre est-il géré? En fait, avec des réserves que l'on nomme primaires, secondaires et tertiaires. Là, c'est un graphique issu de RTE également, qui vous montre que ici, là, vous avez un delta P de puissance, c'est-à-dire une perte de production, qui met immédiatement en route la réserve dite primaire, qui doit atteindre son maximum en 30 secondes maximum, et qui est suivie de la mise en route d'une réserve secondaire qui intervient entre 30 secondes et 15 minutes maximum, et d'une réserve dite tertiaire qui intervient ensuite de façon indéfinie autant que nécessaire. Donc là, sur le graphique du bas, on voit l'évolution de la fréquence. Il est indiqué également à quoi servent ces réserves primaires. Donc la réserve primaire, elle est là pour reconstituer la puissance manquante dès que possible. La réserve secondaire, elle est là pour rétablir la fréquence, et la réserve tertiaire est là pour remplacer durablement tout ce qui manque. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin dans les explications. Là, j'ai fait un tableau récapitulatif des caractéristiques de gestion et de la gestion de ces trois types de réserves. Donc, rapidement, ces trois types de... Excusez-moi. Ces trois types de réserves, ici, elles indiquent toutes que les groupes qui participent fonctionnent au-dessous de leur puissance nominale, pour avoir une zone de réglage positive, bien sûr.
ou qu'elles soient à l'arrêt disponible pour certaines. Alors, ici, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de la réserve primaire, c'est de réduire rapidement le delta P manquant. Ceci est fait par une régulation purement proportionnelle, très simple. Là, ici, la réserve secondaire, elle est faite pour ramener la fréquence à 50 Hz grâce à une régulation qui est à la fois proportionnelle et intégrale et donc qui permet d'annuler l'écart, mais elle sert aussi à rétablir l'équilibre des échanges extérieurs, puisque si on a perdu un groupe, on a modifié éventuellement certains échanges et il faut les rétablir. Et elle sert aussi à reconstituer la réserve primaire. Et puis la réserve secondaire, tertiaire, pardon, elle sert à remplacer durablement les delta P manquants. Alors, il y a des responsabilités d'ajustement qui sont différentes. Ici, la réserve primaire, c'est une responsabilité partagée entre tous les pays et qui ont des groupes donc, qui sont dédiés à cette réserve. Pour ce qui concerne la réserve secondaire, c'est seulement le pays concerné par le delta P manquant qui doit agir. Et puis, bien sûr, c'est la même chose pour la réserve tertiaire. Alors, le mode d'intervention, il est complètement automatique ici sur le réglage primaire. Hein, c'est les régulateurs des groupes qui interviennent automatiquement, on ne se pose pas de questions. Sur la réserve secondaire, elle est mise en œuvre de façon centralisée, par téléréglage également, donc de façon automatique. Et la réserve tertiaire, par contre, implique une intervention humaine, notamment en cas de suivi de charge. Alors je donne ici quelques ordres de grandeur qui sont très très arrondis, hein, mais ça donne des idées. Les amplitudes et les délais d'action, donc pour la France, c'est la quote-part de la France dans la responsabilité NSO globale, c'est de l'ordre de 600 MW qui doivent être mis sur le réseau en moins de 30 secondes, dont la moitié en moins de 15 secondes. Concernant les réserves, la réserve secondaire, elle se situe entre 500 et 1200 MW et elle doit être mise donc en œuvre entre 30 secondes et 15 minutes. Et les réserves tertiaires, elles sont de l'ordre de 1000 MW en moins de 15 minutes, 500 MW en moins de 30 minutes, etc. Bon, c'est un type indicatif. Alors, un point intéressant quand même, ces réserves sont assorties de garanties contractuelles. Excusez-moi, de garanties contractuelles ici. La réserve primaire doit être garantie durant 15 minutes. On verra tout à l'heure que c'est un problème énorme pour les énergies intermittentes. Alors, la réserve, et pour les réserves mobilisables en secondaire et tertiaire, elles doivent être mobilisables en 15 minutes en cas et doivent couvrir la perte du plus gros groupe. Voilà. Alors voilà en gros comment fonctionne, comment est organisée donc la gestion du réseau avec ces réserves. Alors un point technique important, c'est le rôle crucial de l'inertie des masses tournantes, qui est un facteur très très important de l'équilibre instantané du réseau. Alors, sachant que ces masses tournantes, elles sont, ces masses tournantes, elles sont majoritairement du côté de la production, c'est les inerties des groupes turbo-alternateurs, quel que soit leur moyen de production, et accessoirement, pour environ 20%, dans les consommations, il s'agit essentiellement des moteurs industriels. Alors, ces inerties interviennent de deux manières. En fait, ces volants d'inertie constitués par les moteurs interviennent de deux manières. Il y a une action mécanique, bien sûr, qui s'oppose aux variations brutales de vitesse, donc de fréquence, et une action énergétique, puisque quand, par exemple, on perd un groupe, il y a diminution de fréquence, donc diminution de vitesse, et il y a injection automatique via le couplage électromagnétique
de l'énergie cinétique, donc ainsi perdue dans le réseau. Ce qui fait un double effet autostabilisant. C'est ce que je mets ici en résumé dans l'encadré. Deux effets complémentaires qui réduisent la chute transitoire de fréquence, les constantes de temps inertielles axiomécaniques et l'apport transitoire d'énergie cinétique déstockée. Voilà. Donc, conclusion très claire, on a besoin d'une inertie suffisante pour faire fonctionner les réseaux. Alors ça c'est une petite illustration, je vais passer rapidement, ça montre l'influence l'influence de l'inertie. En rouge vous avez la courbe type théorique en cas d'une inertie importante, en bleu pointillé, en cas d'inertie plus faible. Donc on voit tout de suite, évidemment, c'est assez simple, que le creux de fréquence est beaucoup plus marqué. Enfin là, ça ne passait pas tellement marqué, mais ça, en réalité, ça peut être beaucoup plus en cas d'inertie faible. Alors, ceci a des conséquences pratiques, par exemple sur la stabilité des réseaux isolés des îles, qui ont des faibles inerties pour deux raisons. D'abord parce que les groupes de production sont de taille beaucoup plus modeste, donc on a ce qu'on appelle des temps de lancer qui caractérisent leur inertie de l'ordre de 2 à 5 secondes, alors qu'on peut atteindre 15 secondes pour nos grands GTA sur le réseau national. Bon, et puis les charges alimentées aussi ont très peu de moteurs industriels, donc on a affaire à des réseaux très nerveux. C'est ce qui conduit pour l'instant à des règles d'exploitation. On peut pallier bien sûr ces problèmes de deux façons, notamment par des règles d'exploitation. C'est la situation actuelle. On limite de façon volontaire le taux instantané d'énergie intermittente à 30% pour être sûr de maîtriser le réseau. Il y a des solutions aussi technologiques qui consistent à un déstockage extrêmement rapide d'énergie, qui sont avec des très faibles constantes de temps, par exemple avec des batteries et des onduleurs. C'est en cours d'expérimentation. Alors voilà, là je vais passer vite, c'est un exemple d'évolution. On repère sur le réseau européen, on repère les différentes actions. Alors je vais en arriver là, c'est un visuel qui est issu de EDF R&D qui montre la différence très grande qui existe entre les générateurs synchrones ici, excusez-moi, les générateurs synchrones qui sont ici en bleu et qui sont liés à la fréquence par des chaînes, donc sans glissement, donc de façon totalement synchrone, et puis les générateurs tels que l'éolien ou le PV qui sont reliés finalement au réseau par des couplages lâches non synchrones qui ne délivrent pas de signal direct sur les machines. Alors, concernant l'inertie, oui, concernant l'inertie, le PV n'en a aucune évidemment. Les turbines des éoliennes en ont, bien sûr. Simplement, elle peut être non négligeable, simplement elle n'est pas utilisable directement, sauf ajout d'un automatisme d'inertie, dit d'inertie synthétique. Je reviendrai là-dessus. Alors, voilà, ici je montre ce que c'est que la courbe type d'une éolienne. Alors ça c'est assez théorique parce que c'est assorti de fluctuations. Alors en bleu c'est la courbe type et en rouge c'est la courbe d'une éolienne si on veut faire du réglage primaire, c'est-à-dire il faut constituer une réserve primaire, c'est-à-dire tourner au-dessous de la valeur maximum. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, simplement on peut voir là-dessus que ce qui est intéressant, c'est de voir ce que signifie ce terme d'inertie synthétique. En fait, ce que l'on fait pour ça, c'est que par des moyens purement électroniques, on agit sur le couple résistant
qui devient supérieur au couple moteur, ce qui permet de faire ralentir le rotor. Et autrement dit, grâce à ça, on arrive à déstocker l'énergie cinétique de l'éolienne et à le transférer au réseau. Donc, tout ça pour dire que l'inertie synthétique dont on parle beaucoup, ce n'est pas de la vraie inertie, c'est un déstockage rapide d'énergie cinétique. Voilà, donc, qui a son intérêt, bien entendu, hein, mais il faut nommer les choses. Bon, je vais passer, puisque le temps est compté, je vais passer plus vite. Voilà, ça c'est, je vous présente là la courbe type de panneaux photovoltaïques. Vous avez en jaune la courbe du courant et en vert la courbe de la puissance. Vous voyez qu'on peut piloter ça de manière par la tension. En fait, on pilote ces panneaux par la tension de sortie. En forçant la tension, on arrive ici à fonctionner sur cette partie descendante et à couper le courant ici en montant suffisamment la tension. Voilà. Et donc, si on veut faire du réglage, en théorie, je dis bien, il faut se situer dans cette zone-là. Voilà. Alors, ensuite, donc je résume ici les capacités finalement des apports de ces énergies intermittentes. C'est juste un résumé. Donc, apport possible d'inertie à gauche, en haut. Oui, en théorie, c'est l'inertie synthétique pour l'éolien, non pour le PV. Les capacités de réglage primaire, c'est oui en théorie, mais en réalité, c'est pas du tout évident. Ça vaut le coup de s'intéresser peut-être aux garanties de réserve primaire durant 15 minutes, qui sont quasiment inaccessibles, sauf artifices particuliers, qui ne sont pas tous forcément pertinents. Voilà. Alors pourquoi on ne peut pas garantir ces réserves? C'est un point important. Le point 2 ici, concernant les éoliennes, ici, là, excusez-moi, il y a une erreur de frappe ici, c'est 2. Il faut savoir qu'une éolienne, dans la majorité des cas, fonctionne selon une loi de puissance qui est proportionnelle au cube de la vitesse. Donc vous voyez tout de suite qu'une simple fluctuation de 1,7% de la vitesse du vent suffit à faire varier sa puissance de plus ou moins 5%. Alors, concernant le PV, c'est la nébulosité qui est un gros problème au niveau local. Alors, on va me dire que tout ça, c'est vrai pour des machines isolées, que ça l'est moins, que ça l'est nettement moins si on fusionne, si on foisonne, pardon, des parcs entiers de machines, ce qui est tout à fait vrai. Simplement, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la France, ce lissage, il y a bien un lissage, mais il reste quand même très insuffisant. Là, je donne des chiffres qui viennent de RTE, que j'ai élaboré avec l'aide de Jean-Paul Hulot, qui montre les variations de l'éolien plus du PV sur la France entière, et qui montre qu'on sort d'un ruban de plus ou moins 5% de puissance relative entre 12 et 30 fois par jour, selon le mois considéré. Donc on comprend bien que faire du réglage avec ça, c'est tout sauf évident, et en tout cas garantir des réserves primaires, c'est tout sauf évident. Donc on arrive à la conclusion que finalement le réglage primaire de ces machines, il est surtout dissymétrique, c'est-à-dire qu'on sait les arrêter, on sait réduire leur puissance, on ne sait pas vraiment augmenter leur puissance, ce qui est de toute façon difficile s'il y a moins de vent ou s'il y a moins de soleil. Voilà. Dernier point sur lequel je voudrais dire un mot quand même, c'est que le réglage primaire implique une perte de productible, et ça impacte donc directement le modèle économique de ces énergies, d'autant que leurs services sont très limités et qu'ils sont difficiles à rémunérer.
Alors, là, j'en arrive au réglage de tension, je vais le passer puisque je manque de temps. Sachez simplement qu'il est organisé à peu près de la même manière, avec des réglages primaires, secondaires et tertiaires. Là, je vais juste dire un mot des capacités, des apports des productions intermittentes. À gauche, là, je fais apparaître un diagramme P puissance active, Q puissance réactive pour un alternateur, et là pour des onduleurs pilotables couplés à des productions intermittentes. Et on voit tout de suite que les capacités de réglage de ces productions intermittentes en termes d'énergie réactive, de puissance réactive, sont largement en retrait de celles des alternateurs. Donc, en résumé, un domaine plus étroit. Bon, et par exemple, on ne peut pas faire de compensation synchrone pure, c'est-à-dire de faire du réactif pur comme avec un alternateur, ce qui est une faiblesse, bien sûr. Autre point qu'on peut signaler quand même, qui a une certaine importance, c'est que les onduleurs conduisent à des puissances de court-circuit nettement inférieures, ce qui peut poser des problèmes pour les démarrages de grosses charges. Alors, j'en arrive à la conclusion. De nombreux défis à relever suite à l'introduction des énergies intermittentes. Donc, mais ça vous connaissez, accroissement de la variabilité, réduction de l'inertie, on en a parlé, complexification du fonctionnement, il y a beaucoup plus de points d'injection, etc. Bref, deuxièmement, des services systèmes dégradés, c'est-à-dire que non seulement ces énergies intermittentes perturbent le réseau, mais n'apportent pas vraiment de solutions, sauf des solutions qui restent limitées, qu'il faudra quand même utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? Bien sûr, ça tiendra beaucoup à l'amélioration des prévisions et anticipations météorologiques, qui devront devenir plus fiables et plus fines au fil du temps, dans la mesure où, effectivement, cette connaissance devient extrêmement utile. On peut aussi réduire les constantes de temps des réglages primaires, etc. On peut, c'est un peu la tarte à la crème, introduire de l'intelligence dans les réseaux, mais ce sera nécessaire compte tenu de l'hypercomplexité de tout ce que ça va entraîner. Mais on peut conclure qu'il faut s'attendre à une augmentation globale des risques de défaillance. Et là, j'insiste sur ce dernier point, tout reste à valider par l'expérience de toute façon, pour l'expérience réelle au réseau, parce que c'est évidemment le juge de paix. Alors, un visuel de conclusion, quelques certitudes ou quasi-certitudes et des interrogations majeures. Alors, les certitudes, c'est qu'on ne va pas supprimer les réseaux. Certains en rêvent.